Bonjour à toutes et à tous, je suis Sophie Pénavert et je vais introduire ce webinaire organisé par l'IFV pour vous parler de l'outil Jacévite que nous avons créé pour appuyer les exploitations viticoles qui souhaitent connaître leur empreinte carbone. Alors, au déroulé de ce webinaire, donc je vais commencer par vous expliquer pourquoi et comment on a créé cet outil Jacévite. Émilie Adouard, ma collègue de l'IFV, fera une démonstration de l'utilisation de Jacévite sur un cas pratique. Thomas Canonnier du Vinipôle Sud-Bourgogne nous fait le plaisir de venir nous faire un retour d'expérience puisqu'il est lui-même utilisateur de cet outil Jacévite. Et ensuite, Émilie vous présentera des résultats et nous aurons du temps pour échanger et pour répondre à vos questions. Alors, pourquoi est-ce qu'on a créé cet outil? En introduction, je voulais dire que cet outil il a été créé par le pôle d'expertise en évaluation environnementale de l'IFV. Nous sommes aujourd'hui 4 personnes. La petite empreinte, c'est notre petit logo. Nos compétences sont le calcul d'impacts environnementaux. On utilise différentes méthodes comme l'analyse de cycle de vie ou encore l'empreinte carbone. On a réalisé une vidéo en stop motion de quelques minutes qui explique ce qu'on fait et quel intérêt ça a pour une entreprise de notre secteur de connaître son empreinte environnementale. Donc, je laisserai les plus curieux aller la visionner. Alors, pourquoi est-ce qu'on a créé cet outil? Pour différentes raisons. Tout d'abord, on reçoit depuis de nombreuses années, et puis spécifiquement depuis l'année 2020-2021, de très nombreuses sollicitations d'exploitation viticole, mais aussi d'entreprises de la filière, qui souhaitent connaître leur empreinte carbone et faire des calculs. On est 4 aujourd'hui, à l'époque on l'était pas, mais de toute façon, même à 4, on n'a pas la capacité de répondre à toutes ces sollicitations. L'autre raison, c'est le besoin de faire monter en compétences et en outils notre filière sur ce sujet du carbone, et notamment tous les acteurs qui accompagnent les entreprises de la filière, les conseillers, les bureaux d'études, etc. Les faire monter en compétences et en outils sur l'empreinte carbone. Troisième raison, des questions récurrentes aussi sur quelle est l'empreinte carbone de la filière? Quelle est l'empreinte carbone de la filière dans telle région? Quelle est l'empreinte carbone de telle pratique viticole? Est-ce qu'elle est meilleure que telle autre, etc. Or, on n'avait pas suffisamment de calculs basés sur des méthodes équivalentes nous permettant de répondre à ces questions-là. Donc, on a eu besoin de créer un outil qui permette à beaucoup de personnes de faire des calculs pour pouvoir peu à peu répondre à ces questions-là. Et l'autre point, c'est la question de la séquestration du carbone dans les sols, qui est un sujet quand même assez nouveau. Alors, pour répondre à toutes ces questions-là, on a décidé de créer Jacévite. Jacévite, c'est un outil qui a été pensé pour guider les exploitations viticoles. Alors, j'évacue tout de suite un sujet. Il est sur le périmètre de la viticulture à ce jour, Jacévite. Donc, dans Jacévite, on va calculer l'empreinte carbone du raisin jusqu'à ce qu'il soit récolté et qu'il arrive à la cave, mais on ne va pas le vinifier ni le conditionner. Alors, donc, l'idée, c'est de guider ces exploitations viticoles qui souhaitent connaître leur empreinte carbone, mais aussi agir pour réduire cette empreinte carbone. Vous le verrez avec Émilie, on a décidé d'aller finement à l'échelle des pratiques viticoles avec cet outil. Là où un outil de bilan carbone classique regarde les grandes masses, les grandes consommations d'une exploitation, sans rentrer dans le détail, nous, on a souhaité un outil qui est vraiment là pour appuyer les exploitations dans leur stratégie carbone. Premier point. Deuxième point, Jacévite, c'est un outil qui est plutôt là pour les conseillers et les conseillères viticoles. Je m'explique. C'est un outil qui n'est pas un outil totalement expert comme ceux que nous, on peut utiliser au sein de notre pôle, mais c'est un outil qui quand même nécessite d'être formé, d'avoir un petit peu d'expertise et de savoir interpréter les résultats, et puis de passer un peu de temps. Donc, on ne fait pas croire qu'il est facile d'utilisation pour un exploitant agricole qui a aussi beaucoup d'autres choses à faire. Donc, il est plutôt utilisé par des conseillers de chambre d'agriculture, des bureaux d'études, des responsables vignobles d'une cave coopérative ou d'un négoce, des structures collectives qui ont la possibilité d'avoir une personne qui passe du temps à se former à cet outil et à l'utiliser. L'autre point, c'est un outil qui aujourd'hui est hybride entre de l'Excel
et un outil en ligne. La partie Excel va être là pour collecter de la donnée chez le vigneron. Et la partie en ligne, c'est le moteur de calcul. Et ce moteur de calcul, c'est là qu'est toute notre expertise à nous qu'on a développée depuis 10 ans à l'IFV. Et c'est important, puisque l'idée, c'est vraiment de garder en ligne ce moteur de calcul. Aucun utilisateur ne peut modifier ses paramétrages à son intérêt, on va dire. Et surtout, ce moteur de calcul, nous, on peut le faire évoluer au fur et à mesure des avancées de la communauté scientifique sur la prise en compte de tel ou tel enjeu de l'environnement. Et dernier point, c'est qu'on est tout à fait transparent et honnête avec les utilisateurs de cet outil, c'est que l'on garde toutes les données, anonymées, mais on garde toutes les données qui passent par notre outil. Pourquoi? Pour pouvoir répondre à ces fameuses questions de quelle est l'empreinte carbone de la filière, est-ce que telle pratique est meilleure que celle-ci, etc. Donc l'idée, c'est qu'on puisse se construire peu à peu, plus il y aura d'utilisateurs de cet outil, plus il y aura de calculs faits, plus on pourra, nous, être en capacité de construire des ABAC et des bases de données qui, peu à peu, guideront aussi les futurs utilisateurs et l'ensemble de la filière vers l'adoption de meilleures pratiques. Alors, je vais parler des utilisateurs de cet outil. Ces utilisateurs, qui sont des structures à dire plutôt collectives, ils doivent avoir une licence pour utiliser cet outil. Donc la licence annuelle, elle est à 1 500 € hors taxe et elle est pour une entité, une entreprise. Avec ça, cette entreprise peut avoir jusqu'à 10 comptes utilisateurs, utilisatrices. La condition préalable, c'est d'avoir été formé, on va y venir. Ces utilisateurs et ces utilisatrices peuvent faire un nombre illimité de calculs et intégrer un nombre illimité d'exploitations. Et ils disposent de 8 heures de SAV au téléphone ou par échange de mail avec Émilie Adon. Donc, pour pouvoir disposer du compte utilisateur, il faut avoir suivi une formation qui est dispensée par Émilie. 7 personnes maximum par session de formation. Une session, c'est 1 jour et demi. C'est en présence. On a tenté le distanciel, mais ce sera en présence dorénavant. Elle coûte 450 € hors taxe. Alors, l'IFV est organisme agréé pour la formation, donc ça peut être pris en charge par les fonds de formation. Et je vous mets là les dates des prochaines sessions, en juin, en octobre. Et vous pouvez vous inscrire en suivant le petit chemin que j'ai indiqué là sur notre site internet. Voilà, j'en ai fini pour cette première présentation très générale. Je laisse la parole à Émilie Adouard qui va nous parler de l'outil GCVIT plus en détail. Oui, merci Sophie. Alors je reprends la main. Je vais vous démontrer, faire la démonstration de GCVIT sur un cas pratique. Mais pour rentrer doucement dans l'outil, je vais vous présenter quelques éléments sur diapo avant. Et tout d'abord, je vais traiter la partie informatique tout de suite et revenir sur ce qu'a évoqué Sophie, sur le fait que GCVIT est un outil hybride entre un outil web et un outil Excel, pour voir en pratique ce que ça implique en termes d'utilisation. Donc, en fait, l'utilisateur interagit avec un calculateur qui est hébergé en ligne par des échanges de fichiers Excel. Et concrètement, l'utilisateur se connecte avec un login et mot de passe sur la plateforme que vous voyez ici. Donc une interface assez simple. Il sélectionne la version de l'outil la plus récente et s'il y en a plusieurs disponibles à un instant T. Une fois qu'il a sélectionné cette version, il va pouvoir télécharger un fichier de collecte vierge à remplir. Il va le remplir et l'importer sur la plateforme. Et le calculateur en ligne va mouliner pendant 1 minute 30 environ. Et à l'issue de ça, l'utilisateur va recevoir dans son dossier de téléchargement un fichier Excel de résultats. Voilà pour ce qui est de la partie très pratique. Et je vais traiter maintenant la partie méthodologique. Je reviens aussi sur le fait qu'on s'intéresse pour l'instant uniquement à l'atelier viticole d'une exploitation. L'idée, c'est donc on s'arrête jusqu'à la réception du raisin en cave. La maille de calcul est volontairement fine, effectivement, pour aller dans le détail de l'analyse, mais on agrège les résultats de l'échelle itinéraire technique à l'échelle de toute l'exploitation, donc en prenant en compte toutes les surfaces et pour avoir une valeur finale exploitation. En termes de poste d'émission pris en compte, on va prendre
de manière le plus exhaustive possible les émissions indirectes, directes et stockage de carbone dans le sol. Et je donnerai plus de détails dans la diapo suivante. Cet outil, il a l'intérêt de permettre à la fois de faire un diagnostic initial, mais aussi de simuler des changements de pratique à l'échelle des itinéraires. Donc, un exemple, c'est voir la différence d'empreinte carbone que l'on aurait entre broyer tous les rangs césarement ou broyer un rang sur deux. Bon, c'est un petit changement très précis, mais c'est pour donner une idée de la finesse de ce que l'on peut faire varier. Pour préciser un petit peu les postes d'émission, je vais reprendre un schéma qui est sur la plaquette de l'outil GSC Vite téléchargeable sur le site internet vigne20.com. Comme je l'ai dit, on a déjà le stockage de carbone dans le sol qui est pris en compte et qui est modélisé, qui est simulé par le modèle AMG, adapté à la vigne. En termes d'émissions directes au champ, on a les émissions de protoxyde d'azote par toutes les matières azotées du système viticole, mais aussi les émissions directes de CO2 majoritairement dues à la combustion de carburant. On a ensuite toutes les émissions indirectes qui sont en fait les émissions liées à la fabrication des intrants, que ce soit la fabrication du carburant, des fertilisants, de l'électricité s'il y a du machinisme électrique, la fabrication des phytos, du propane, des semences d'enherbement. Et enfin, les émissions dues au transport de personnes qui là couvrent des émissions directes et indirectes en même temps. Donc GSC Vite a été pensé et construit pour faciliter au maximum l'estimation de ces flux par opération viticole. Donc on a détaillé 7 opérations, distingué 7 opérations viticoles: la taille, la fertilisation, la gestion annuelle de la plante, l'entretien du sol sur l'interrang et séparément sur le rang. Donc ça permet de bien différencier les pratiques, la protection contre les maladies et les ravageurs, et enfin la récolte. Et donc, on va pouvoir chiffrer avec des données techniques simples les émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes liées au carburant sur toutes les opérations, les catégories d'opérations viticoles. Et de la même manière, pour les autres flux, les émissions directes, indirectes et le stockage de carbone dans le sol qui peuvent être propres à certaines opérations viticoles. Donc, je ne les détaille pas, mais vous voyez que n'a pas toujours, ça peut être dépendant de certaines opérations. Et donc, je le disais, on va avoir comme données d'entrée des données techniques simples que le viticulteur est normalement en capacité de fournir. Et on va voir du coup directement dans l'outil où est-ce qu'on met quelles données. Je ne vais pas les lister là en détail puisqu'on va les voir dans l'outil. Juste pour préciser ce qu'on n'a pas encore dans le périmètre pour des raisons de données disponibles, de développement méthodologique, notamment les éléments de palissage et le stockage de carbone dans les haies qui sont intégrés en priorité prochainement. Enfin, un point sur l'échelle de calcul. On l'a dit, on rentre jusqu'à l'échelle itinéraire technique, mais je veux préciser là qu'on ne va pas aller faire la collecte de données sur chaque parcelle. Ce serait vraiment très chronophage. On ne peut pas non plus être directement à l'échelle d'exploitation avec des factures, des choses assez simples et rapides à obtenir. Parce que comme l'a dit Sophie, du coup, on ne peut pas analyser plus finement. Donc le compromis que l'on a fait, c'est de demander à l'utilisateur de décrire 3 modes de conduite maximales, ce qui demande un effort de simplification de l'exploitation, mais qui permet d'avoir une approche, une réflexion agronomique. Donc je vous propose du coup dès maintenant de rentrer dans l'outil, donc dans le fichier Excel de collecte. Et je propose, Sophie, que l'on fasse un petit jeu de rôle pour montrer comment en pratique on utiliserait cet outil. Donc je vais jouer le rôle
de la conseillère viticole qui accompagne une vigneronne du Beaujolais rôle que tu vas jouer. Et donc, première étape dans l'utilisation de l'outil, c'est définir la typologie de ces 3 modes de conduite. Donc, l'utilisateur est accompagné avec une première étape où on va identifier pour des grands types de pratiques qui impactent l'empreinte carbone, quelles sont les modalités rencontrées déjà, quelles que soient les parcelles, mais on va survoler l'exploitation. Et donc là, je vais faire une petite synthèse de ce qu'on se serait dit parce que ça prend un petit peu de temps. Mais voilà, tu m'as dit que les écartements de rang de tes parcelles pouvaient être de 1,20 m, 1,35 m, 1,50 m, 2 m, 2,10 m, donc assez variables. Donc on a regroupé pour simplifier et on a distingué 2 modalités en termes de densité de plantation. Les densités que tu appelles trad, qui sont en fait les rangs, les parcelles à rang étroit, et puis les densités de plantation large. En termes de conduite phytosanitaire, tu as 2 façons principales de gérer, de protéger tes parcelles. Toute l'exploitation est certifiée TerraVitis, mais depuis quelques années, il y a 4 parcelles qui sont certifiées en bio. En termes d'entretien du sol sur le rang, tu fais un peu de tout, puisque les parcelles à rang étroit sont désherbées chimiquement sur le rang, mais tu as des intercepts pour les, les parcelles à densité de plantation faible. Et puis, tu as une parcelle qui a le rang enherbé en densité de plantation faible. Par contre, pour l'entretien du sol en interrang, c'est simple puisque tous les interrangs sont enherbés de manière permanente sur l'exploitation. Toutes tes parcelles sont fertilisées avec des amendements organiques et pour l'instant, tu n'as pas testé le machinisme électrique sur ton exploitation. Je passe la partie palissage parce que, comme je l'ai dit, le module palissage n'est pas encore opérationnel dans l'outil. Et enfin, sur la gestion des sarments, tu broies tous tes sarments et tu les laisses sur la parcelle comme amendement. Donc là, on a survolé les différentes modalités que l'on rencontre, mais ensuite, ce qui est important de voir, c'est les combinaisons qui existent ou pas sur tes parcelles. Donc là, il y a 2 options, c'est soit tu les identifies directement, mais bon, dans l'entretien, ça a été difficile de les sortir directement, de le mettre sur le papier. Donc, on a passé par une étape de renseigner chaque parcelle, chaque combinaison de ces modalités sur chaque parcelle. Donc, c'est assez long, mais c'est aussi riche d'informations et on peut garder ces informations dans le temps, y revenir. C'est pas du travail de perdu. Donc voilà, je passe directement au résultat de nos échanges. Je reviens sur ce tableau-là. Donc on a fait le travail et une fois qu'on a mis à plat tout ça, on a pu distinguer 5 grandes combinaisons pratiquées sur l'exploitation. Donc premièrement, les vignes TerraVitis plantées larges, on les a appelées mode de conduite numéro 1. Donc par exemple, celle que j'ai mis en gras ici, la parcelle de Gravel. Donc tout au bout de cette ligne, on a du coup affecté cette parcelle au mode de conduite numéro 1. On a fait l'exercice, on a fait l'affectation pour toutes les autres parcelles qui avaient la même combinaison de pratiques. Le mode de conduite 2 reflète la combinaison que l'on trouve sur la parcelle Chéna large. Et le mode de conduite 3, les combinaisons de pratiques que l'on trouve sur la parcelle Tennis. Donc la précédente, c'était du bio. Planté large. Et puis le 3, c'est des vignes TerraVitis, mais plantées en trad. Et puis il y a 2 parcelles à part que j'ai mis en orange. La parcelle de Rivolet qui est en mode de conduite, qui ressemble au mode de conduite 2, mais qui a le rang enherbé, c'est celle-ci. Et la parcelle la deuxième parcelle de Chéna qui est en bio mais qui est plantée en étroit. Donc on l'a associé aussi au mode de conduite 2 malgré la différence de densité de plantation.
Voilà, donc une fois qu'on a fait tout ce travail, on a reporté pour mémoire vraiment ce qui définit les 3 modes de conduite retenus. Et on est passé à l'onglet de description des parcelles, c'est-à-dire des données chiffrées sur les surfaces, la destination de la vendange, si c'est le siège de l'exploitation ou une coopérative qui pourrait être un peu plus éloignée, la distance des parcelles au siège de l'exploitation, le rendement de raisin, les écartements, rang interrang et la part de la surface enherbée entre 2 rangs, ainsi que le mode de taille. L'outil calcule automatiquement des sommes et des moyennes de ces données et les utilisera à la fin pour l'extrapolation à l'échelle de l'exploitation. Donc maintenant, je te propose de remplir ensemble les données techniques en commençant par le machinisme de l'exploitation. Est-ce que tu peux me dire ce que tu utilises comme tracteur? Ouais. Alors, j'ai 2 tracteurs, Mhm. vignerons. J'ai un Fendt et un Valpadana. D'accord. Je vois que tu demandes des chevaux fiscaux, donc ils sont tous à 100 chevaux fiscaux. Bon, ils fonctionnent au GNR évidemment. Et puis j'ai une machine à vendanger aussi, à 100 chevaux fiscaux aussi. Ça aussi. Ouais. Ok, je vais rajouter la machine à vendanger. Donc on caractérise le type de machine et on a la possibilité de mettre machine à vendanger au gasoil et 100 chevaux. Maintenant, une question qui va te paraître un peu bizarre, mais quelle est la contenance de tes bennes à vendanger? C'est pour derrière calculer les nombres d'allers-retours de la vendange entre la parcelle et le siège de l'exploitation. En hectolitres, tu dirais? En hecto, je dirais environ 10? 10 hectos, ouais. Ok, merci. Alors au niveau on va paramétrer maintenant les engrais utilisés sur l'exploitation ou les fertilisants. Donc voilà, c'est juste le type et la dose d'azote, enfin la teneur en azote, la dose d'engrais sera renseignée plus tard. Donc est-ce que tu peux me dire ce que tu C'est utilises? très simple, on utilise un seul amendement organique du commerce qui s'appelle OrgaVeg. Très bien, donc je mets organique du commerce, Oui, OrgaVeg, OrgaVeg, oui. Et il est à 2% d'azote. 2% d'azote, super. Et maintenant, je vais passer à l'itinéraire technique. Donc, on va faire simple, on va juste remplir une opération pour le premier mode de conduite, c'est juste pour exemple. Ah oui, alors là, on voit pas très bien. Ok, bon, on va pas très bien voir parce que je suis sur un petit écran, mais on devrait s'en sortir. Donc, l'idée, c'est qu'on a une vue globale, c'est un grand fichier, un grand onglet, mais on peut rapidement naviguer du mode de conduite 1 au mode de conduite 2 au mode de conduite 3. Donc de gauche à droite, et les lignes sont une ligne pour une opération viticole. Donc je vais aller dans fertilisation et amendement. Donc on va enseigner. Je crois qu'il faut que je change d'écran. Ça va me prendre 2 petites secondes. Excusez-moi, je n'avais pas pensé à ce détail. Je vais vous partager. C'est pas ça. Le 2. Voilà, ça va être beaucoup mieux. Très bien. Excusez-moi. Donc là, vous voyez les différentes sous-types d'opérations pour la fertilisation et amendement. Et je vais déployer le mode de conduite 1 pour voir quelles données techniques on me demande pour ces opérations de fertilisation. Donc premièrement, est-ce que c'est une opération mécanique? Je suppose que oui. Oui, Est-ce que tu l'as fait tous les ans, oui, tous les ans. cette opération de fertilisation? Très bien. Oui. Tu passes combien de fois par an? Une Bah, je fois en passe une général? fois par an, mais dans tous les rangs. Oui, d'accord. Ouais. Donc je mets que tous les rangs sont traités, donc un rang traité par passage.
Tu utilises plutôt le Fendt Oui. et on n'a qu'un seul type d'outils proposés pour la fertilisation. Le couplage d'outils n'est pas concerné par, enfin la fertilisation n'est pas concernée par le couplage d'outils, mais c'est une option qui peut être activée pour d'autres types d'opérations. L'outil va proposer une vitesse d'avancement par défaut. C'est possible de la personnaliser, mais est-ce que 6 km/h, ça te paraît cohérent par rapport à tes pratiques? Ouais, c'est cohérent. Ouais. Donc l'outil va fournir un débit de chantier par défaut et une consommation, enfin, il va calculer automatiquement et afficher les litres par hectare si jamais on veut aussi modifier plutôt cette valeur-là. Et voilà, ça peut aussi t'inciter à tracer ces valeurs-là dans l'année qui vient pour en faire un diagnostic plus précis plus tard. Dernière donnée technique qu'il faut renseigner pour la fertilisation, c'est le nom de fertilisant. Donc là, il n'y en a qu'un sur l'exploitation et la dose que tu appliques par an Donc, c'est et par passage. 1,5 tonnes par hectare. Très et par bien, an. 1,5. Et voilà pour l'exemple de la fertilisation. Je vais juste terminer par la présentation des données demandées pour la modélisation du stockage de carbone dans le sol. Donc, on a besoin de données climatiques avec des stations Météo France disponibles par défaut. Donc, c'est juste les moyennes annuelles qui sont disponibles de manière libre. Des données pédologiques, où là, il vaudra mieux aller chercher des données d'analyse de sol, de l'exploitation avec la profondeur de sol, le taux d'argile, densité apparente, type de taux de cailloux, calcaire total, pH, taux de matière organique et cessurène du sol. Au niveau des données de pratique viticole qui vont jouer sur la quantité de carbone apporté au sol, tout a quasiment été saisi dans les onglets précédents. Il faut juste compléter l'information sur la quantité de bois de taille restituée au sol. Voilà, donc j'en ai terminé pour la présentation de la partie diagnostic initial. Je vous montrerai les résultats après l'intervention de Thomas et je lui passe la parole en lui mettant le diaporama sur le bon écran. Si ça veut bien fonctionner, voilà. Thomas, je te passe la souris. Tu m'as mis la main aussi pour... Je t'ai passé la souris normalement. Oui. C'est bon? Oui. Je regarde. Voilà. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci, merci à vous de me laisser la parole et l'occasion de témoigner sur l'outil. Donc, je suis Thomas Canonnier, je travaille dans deux structures qui sont assez liées, que sont le Vinipôle Sud-Bourgogne et la Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire. Donc, je suis basé à Davallé, au sud de Mâcon, et j'accompagne les viticulteurs sur des thématiques liées au changement climatique en général, en particulier sur les aléas comme le gel et sur l'atténuation. C'est dans ce cadre-là que je suis amené à réaliser des bilans carbone avec l'outil Jacibit. Alors comme tu l'as évoqué, Amélie, j'ai été formé, c'est-à-dire que j'ai participé à la session de formation sur 2 jours. J'ai réalisé quelques diags sur des profils différents, donc des profils coopérateurs et des profils d'exploitation particulière. Et puis l'objectif qu'on se donne au Vinipôle pour 2023, c'est de déployer l'outil plus largement par des prestations et aussi par de la formation collective. L'idée étant pour nous comme pour vous d'acquérir de la référence, de la donnée technique qu'on puisse derrière valoriser. Alors, ce que je voulais vous présenter sur ce rapide témoignage, c'est plusieurs éléments liés à l'importance de bien tracer les données. Et je vais commencer par le contexte pour vous mettre un peu à la place qui est la mienne de conseiller. C'est-à-dire qu'on a dans ce cadre-là plusieurs intervenants. On a le bureau interprofessionnel Van Bourgogne, on a l'IFV et puis le Vinipôle. Chaque structure a son rôle et son fonctionnement. Et en particulier, alors il y en a bien d'autres, hein, bien entendu, j'en ai cité que 3. Mais en tout cas, dans ces thématiques et en lien avec celle que je travaille, donc il y a le BIVB qui va orienter, qui va donner des grandes tendances et en particulier la neutralité carbone. L'IFV qui est dans le rôle de la recherche, de la création d'outils, et vous en avez une présentation. Et nous, le Vinipôle, on intervient, je vais dire, à la fin, c'est-à-dire qu'on va mettre en œuvre et tester ces outils et surtout les appliquer. Donc, il y a une corrélation un peu descendante. Et moi, le client, en tout cas le partenaire avec qui je vais travailler principalement, c'est le vigneron, qui est en bout de chaîne, mais finalement, à chaque maillon, il est présent. Alors,
Pour commencer, donc vraiment un cas concret, donc je suis donc Vinipol, je prends rendez-vous avec le viticulteur et je me déplace et j'arrive finalement dans l'exploitation avec un outil, donc l'outil GCV dont vous avez eu un premier aperçu, et vous voyez que cet outil, il arrive avec son ensemble d'éléments à saisir qui sont assez complets et assez nombreux, et en face, on est face à un viticulteur qui lui a ses données qui lui sont propres. Par exemple, tous les éléments type parcellaire que ouais, on va retrouver Télépac, on va retrouver mes parcelles, Géofolia, traces lignes. On a les données plus, on va dire, des factures, des données aussi de comptabilité. Donc tous ces éléments-là doivent être récoltés. Et le premier défi qu'on va avoir en conseiller, que je vais avoir, que j'ai eu, c'est de collecter ces données avec le plus d'efficacité, sans en oublier. Alors, le premier élément, c'est ça. Le second, donc je commence à réaliser le diagnostic. J'arrive avec l'outil et cet outil, vous l'avez pu avoir une présentation. Il a un certain nombre de paramètres qui doivent être enseignés. Vous voyez la densité de plantation, vous avez la puissance du tracteur. On vous a montré aussi des éléments liés à la fertilisation, mais il y en a bien d'autres. Il y a des données pédoclimatiques. Donc, on a une somme de données à collecter. Et la première question qu'on doit se poser, et c'est là où le rôle du conseiller il intervient, c'est quels paramètres sont prioritaires, quels items peuvent être collectés avec précision et quelles données sont facultatives. Alors une donnée facultative, elle n'est jamais vraiment, mais en tout cas c'est dans une optique d'un rendez-vous avec un temps qui est défini. Il faut arriver à être dans l'optimum de la saisie des informations et en fait trancher. Et le rôle du conseiller, c'est là où il est important de participer à la formation et puis d'avoir, voilà, pas de découvrir l'outil quand on arrive chez le VITIS, c'est de dire, de connaître quel est l'impact de la donnée qu'on va collecter sur le résultat final, pour derrière être en capacité de décider, celui-là, la donnée, tu l'as pas, et ben on la met de côté. Celle-là, par contre, tu l'as pas, mais elle est vraiment importante. Il va vraiment falloir qu'on la collecte. Autre défi que j'ai dû mettre en place, on arrive, donc on a l'outil, on fait le rendez-vous, on collecte la donnée, et puis finalement, ce qui est quand même important, c'est que ça reste un outil, il faut arriver à l'interpréter, à l'expliquer. Et cette phase de retour, elle est essentielle. Il faut savoir expliquer, donner des pistes d'action pour la suite, mais avoir en tête aussi les questions qui peuvent y avoir en face. Et j'ai souligné les limites de l'outil. Un outil, ça reste un outil. Il a un cadre, il a une limite. Là, on a évoqué, Sophie t'a évoqué qu'il n'y avait que la partie viticole, et tu as eu raison de l'évoquer. Ça reste un outil qui est aussi en développement. Il est possible qu'à l'avenir, il y ait certains items qui ne sont pas disponibles actuellement et qui le seront. Donc ça fait partie des choses qui doivent être mises en compte. C'est rendre l'outil, rendre compte et valoriser pour que derrière, on puisse aller de l'avant. Alors, si je devais rajouter quelques éléments et surtout conclure par rapport à ça, en résumé, quelles sont les clés de réussite d'un outil? Moi, j'en ai vu quelques. Le premier élément le plus crucial, en tout cas pour moi, c'est que c'est un outil qui doit être simple et ergonomique. Donc, il y a une simplicité d'utilisation, un temps de saisie qui soit optimisé, des données interprétées qui soient accessibles pour le conseiller. Bon, vous l'avez vu, c'est un tableur Excel, c'est assez facile. Alors, il y a beaucoup de paramètres à connaître, mais derrière, on peut facilement le saisir. Des données aussi d'entrée qui doivent être hiérarchisées et accessibles. C'est-à-dire que, voilà, vous avez vu, il y a des ensembles de données assez importants. Il faut avoir en tête au début et avant le rendez-vous quelles sont les données qu'on doit collecter de manière la plus importante possible. Encore une fois, donc un périmètre d'action clair. Qu'est-ce que fait l'outil, mais surtout qu'est-ce qu'il ne fait pas. Il ne faut pas vendre un outil qui est à la perfection, mais au moins qui fait bien le travail pour lequel on l'utilise. Dernier élément, en tout cas sur la partie principale, des mises à jour régulières. C'est un outil, nous aussi, on utilise des outils au Vinipol et à la Chambre. Ces outils vivent. Il faut savoir aussi, et tu l'as bien expliqué, Émilie, intégrer les retours d'expérience et les ajustements. J'avais participé un petit peu à quelques tests pour voir l'outil. Il y a certains éléments qu'on a mis en place. Et ce qui fait que l'outil peut vivre et va durer, c'est que ces mises à jour, elles sont régulières. Et puis, ce qu'il ne faut pas oublier aussi en bout de course, c'est le viticulteur. C'est l'importance d'avoir un retour personnalisé, d'avoir des propositions et des plans d'action qui soient clairs et accessibles, et un suivi dans le temps qui de notre part et puis la part de l'UIV qui est là. Si je devais insister sur deux éléments, c'est vraiment sur les deux premiers et un petit message aux viticulteurs qui sont là.
c'est les données d'entrée. Vous avez en fait tout un tas d'éléments, tout un tas de données. Aujourd'hui, vous saisissez des données dans des outils comme les parcelles sur Télépack. Vous le voyez peut-être des fois comme une contrainte. C'est souvent le cas, ça prend du temps. Mais finalement, quand on voit ces outils-là, c'est des données c'est une mine d'or. C'est des données qui devaient être valorisées. Collectez-les bien. Faites-vous aider éventuellement par des logiciels ou tout ce que vous pouvez aider, parce que finalement, ces données-là elles sont collectées, elles peuvent être perdues. On voit qu'avec en les utilisant dans le cadre de bilan carbone avec l'outil GCVIT ou d'autres, ça permet quand même de valoriser les données et pour la filière et pour vous de progresser. Voilà, j'en ai fini avec ma présentation. Merci beaucoup Thomas pour ton témoignage. En résumé, la donnée est clé et c'est une grosse partie du travail pour obtenir au final quelques résultats. Et je vais vous présenter du coup à quoi peuvent ressembler des résultats dans GCVIT. Donc, ces deux diapos pour vous illustrer sur le schéma que j'avais présenté avant les différentes façons d'agréger les résultats. Il y a deux grandes façons dans l'outil. Une première par type d'opération, donc ça revient à faire la somme des flux de gaz à effet de serre calculés sur les lignes, la somme sur les lignes de ces flux. Donc, du coup, on a l'empreinte carbone de la taille, de la fertilisation, de la gestion annuelle, etc. Et une autre façon d'agréger, c'est en colonne par type d'intrant. Donc, on aura des évaluations par poste d'émission, on appelle ça. Pour toutes les opérations, l'impact, la contribution des émissions de protoxyde d'azote à l'empreinte carbone totale, du stockage de carbone, etc. Donc, en graphique, qu'est-ce que ça donne? Donc, l'outil fournit 7 graphiques à l'échelle de l'exploitation. Ce seront les premiers qu'on regardera pour un diagnostic. Puis, on va rentrer dans le détail avec des graphiques échelle mode de conduite. Il y en a 17. Il faut sélectionner ceux qui correspondent le mieux à notre étude. Mais au total, il y en a 17 créés automatiquement et 63 vraiment à une échelle très fine que l'on utilise plus ponctuellement. Donc, ceux qui sont le plus utilisés, les voici à l'échelle mode de conduite en intégrant les surfaces et les distances entre parcelles et sièges d'exploitation. Donc, on voit les résultats du cas pratique précédent avec, on voit que du fait que les surfaces en mode de conduite 3 soient assez importantes, on a un impact assez important. Et le bio, les parcelles en bio de l'exploitation représentent des émissions plus importantes que les deux premiers, mais notamment du fait de ce poste d'émission là, carburant sur route et transport de personnes sur route, qui est très important et qui sont dus à deux parcelles positionnées à 40 km du siège d'exploitation. Donc on voit l'importance de prendre en compte ces paramètres. Voilà, je les avais fléchés. Et puis par catégorie d'opération, ici sur une échelle par hectare et par an, donc là on compare de manière équitable les modes de conduite en ramenant à l'hectare. On voit aussi en positif les émissions, en négatif le stockage de carbone dans le sol. Et on voit que finalement en empreinte carbone nette qui est représentée par les points carrés, finalement les modes de conduite n'ont pas une empreinte carbone si différente en empreinte carbone nette. Et on voit notamment que, par exemple, la protection phytosanitaire n'est pas, la deuxième catégorie d'opération contributive à l'empreinte carbone totale. Donc, ça peut être un axe de scénario. Et je vais rapidement vous montrer comment on fait un scénario dans l'outil. Pour montrer que c'est assez rapide. La grosse partie, c'est renseigner les données de diagnostic actuelles. Mais une fois que ça c'est fait, l'outil va dupliquer ces données dans des onglets de scénario. Et notamment, on va aller pouvoir faire un scénario de rapprochement des parcelles positionnées à 40 km. Donc, ce sont ces deux-là. Et je vais écraser la donnée pour faire un scénario en disant j'abandonne mes parcelles à 40 km pour en prendre deux autres qui sont à 1 km de chez moi. Et puis un scénario passage de variété sensible à variété résistante sur le mode de conduite 3. Voyons ce que ça donne.
Donc, j'ouvre les lignes protection phytosanitaire et je vais aller tout simplement supprimer tous les passages qui ne concerneraient pas des variétés résistantes. Donc, on va en laisser deux. On va laisser deux passages qui encadrent la floraison, ce qui est la recommandation des créateurs de ces variétés. Donc, voilà, je supprime tout ce qui est relatif à la consommation de carburant. Je supprime aussi les produits phytosanitaires et l'empreinte carbone de leur fabrication. Et une fois qu'on a fait ça, on renvoie au calculateur qui va nous donner ce graphique-là notamment, qui va nous permettre de voir que ce scénario avec ces deux modifications fait baisser à l'échelle de l'exploitation de 5,3 tonnes de CO2 équivalent par an l'empreinte carbone. Donc ça veut dire une réduction de 16% des émissions de gaz à effet de serre. Voilà, je laisse la parole à Sophie pour les perspectives et clore ce webinaire. Je te passe la souris. Merci Émilie. Alors, juste simplement vous dire qu'aujourd'hui, il y a 5 entités qui ont une licence d'utilisation de cet outil. Donc, pour tous les vignerons qui seraient connectés ou tous ceux qui aimeraient calculer l'empreinte carbone de leur exploitation, mais ne se sentent pas trop en capacité non plus de passer le cap de prendre une licence directement et souhaitent se faire accompagner, et c'est vraiment le conseil qu'on donne, je vous conseille de contacter l'un de nos licenciés pour voir quel accompagnement il pourrait vous fournir tout en se basant sur cet outil GCVIT. Donc, vous avez les coordonnées ici, et puis notre site internet sera mis à jour rapidement avec les coordonnées de ces licenciés. Une synthèse rapide avant de vous laisser la place aux questions. Donc, je rappelle qu'à aujourd'hui, donc mars 2023, GCVIT, ce qu'il fait, il fait le calcul à la vigne uniquement. Il n'y a pas la vinif, il n'y a pas le conditionnement une fois de plus. Il calcule une empreinte carbone complète, c'est-à-dire à la fois les émissions directes, les émissions indirectes. Donc ça, c'est en se basant sur la norme ISO 14040 et consorts, donc qui sont les normes internationales qui fixent la méthodologie de calcul de l'empreinte carbone. Mais cet outil, il prend aussi en compte le stockage de carbone dans les sols. Et cet outil, il a l'avantage de descendre à l'échelle fine des pratiques viticoles pour être vraiment un outil pensé pour accompagner le vigneron qui veut définir une stratégie carbone et modifier son itinéraire technique en fonction de cette stratégie carbone. On a des tas de perspectives de développement, évidemment, pour cet outil. Donc, grâce au financement de Plan Tout Pro, cette année, on va le passer, cet outil, en 100% en ligne. Donc, il n'y aura plus le hybride Excel en ligne. À mon avis, nos utilisateurs diront qu'ils seront plutôt contents d'avoir quelque chose de plutôt user-friendly à 100% en ligne. Mais ce que va permettre aussi ce passage-là, c'est de créer des API pour se connecter à des outils partenaires. Des outils partenaires qui souhaitent offrir le calcul d'empreinte carbone à leurs utilisateurs, et donc ils viendraient se plugger sur notre moteur de calcul. Donc ça permettrait d'avoir certes deux outils différents, GCVIT et un autre, mais enfin que la méthode de calcul et les paramétrages des modèles pour calculer l'empreinte carbone soient le même. Donc on serait vraiment sur des résultats comparables. Voilà. On peut penser aussi qu'un jour, des outils type Mes Parcelles ou autres de traçabilité à la vigne pourraient se connecter, je ne le vends pas pour demain, mais pourraient se connecter par API à GCVIT, permettant de faciliter du coup toute la phase de collecte de données par les utilisateurs. Voilà. On a en cours des développements méthodologiques vignes, vous l'avez vu, Émilie vous l'a présenté tout à l'heure, donc la prise en compte du stockage de carbone dans la biomasse type E, le palissage, la fabrication à la fin de vie des emballages d'intrants, je ne les reliste pas tous. On espère aussi d'ici 2 ans peut-être arriver à un GCVIT complet, donc GC vin, GC bouteille de vin, enfin, voilà, donc y raccrocher les wagons vinifs, conditionnement et transport des vins jusqu'à leurs consommateurs. Bon, dans mes rêves les plus fous, c'est aussi un outil multicritère, c'est-à-dire que ceux qui regarderont notre petite vidéo ou ceux qui connaissent la CV le comprendront. Regardez que l'impact carbone, ne regardez qu'un seul indicateur d'impact sur l'environnement.
Or, il peut y en avoir d'autres. Et l'intérêt de regarder plusieurs indicateurs, c'est d'éviter d'avoir une fausse bonne idée. Une bonne pratique du point de vue de la réduction de l'empreinte carbone pourrait augmenter l'impact sur d'autres compartiments, on va dire, de l'environnement, et avoir un outil critère permettrait d'éviter ce type de transfert de pollution. Voilà. Pour ceux qui voudraient en savoir plus, j'ai remis nos contacts. Donc moi plutôt le contact pour ceux qui souhaitent prendre une licence, suivre une formation, et avec Émilie le contact plutôt technique. Et puis je vais demander à Régis peut-être de rallumer son micro et sa caméra et puis de nous transférer les questions qui ont été posées dans le chat de ce webinaire. Eh bien, oui, Sophie, effectivement, il y a pas mal de questions qui se partagent peut-être en deux groupes, qui est l'utilisation de l'outil, le coût, les fonctionnalités, et puis aussi beaucoup de questions sur la quantification, en fait, et de l'outil, comment on peut réussir à avoir certains résultats. Je vais commencer peut-être par ce qui concerne l'outil en lui-même et son abonnement, par exemple. Une première question, y aura-t-il une licence pour la R&D? Il y a à ce jour, à mon avis, ça ne va pas évoluer, un seul format de licence, quoi. Une licence annuelle à l'outil, que ce soit pour de la R&D ou pour du conseil, qui est le format que je vous ai présenté au début. Alors la question qui va avec, même si tu as répondu partiellement, c'est est-ce que le prix de l'abonnement va différer s'il n'y a pas de besoin que d'un compte utilisateur? Sera-t-il disponible pour les services techniques des caves? Alors, attends, s'il y a un seul compte utilisateur au lieu de 10, c'est ça, le prix reste le même. D'accord. Voilà. Et il est disponible bien évidemment pour les caves coopératives, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand on dit qu'il est utilisable par un conseiller, c'est surtout qu'il est utilisable par quelqu'un qui prend du temps pour se former, pour l'utiliser auprès de plusieurs exploitations, qui revient de temps en temps, etc. Donc évidemment, si un référent vignoble d'une cave coopérative souhaite accompagner les différents coopérateurs de la cave dans du calcul d'empreinte carbone, c'est tout à fait possible et l'outil est disponible dès à présent sous le même format de licence. Est-ce que pour les négociants, c'est une question qui s'adresse pour les négociants, comment peut-on déployer cet outil chez nos apporteurs? À vous de voir votre stratégie. Et c'est vrai qu'on peut imaginer que vous, un négociant souhaite accompagner ses apporteurs dans du calcul d'empreinte carbone. Donc, à nouveau, tout dépend du staff, hein, mais si vous avez un référent vignoble, un référent achat responsable, je sais pas, chez vous, qui peut prendre en main l'outil et le déployer chez ses apporteurs, ou alors, une fois de plus, j'insiste, on a déjà des licenciés, certainement d'autres organismes de conseil qui pourraient prendre une licence dans les mois à venir. Vous pouvez aussi vous tourner vers eux pour vous faire accompagner. Alors, il y a une petite inquiétude de certains participants au webinaire sur le côté région. Notamment, est-ce que l'outil est dédié exclusivement à la Bourgogne ou est-ce qu'il pourrait être utilisé dans d'autres vignobles, comme la Champagne par exemple, où on pourrait transformer les kilos en hectolitres? Oui, il n'est pas du tout régionalisé cet outil. Il peut être utilisé partout. Alors la question qui va juste ensuite, est-ce que des formations sont prévues dans le Bordelais? Alors, à ce jour, on a prévu les formations à Villefranche-sur-Saône en Beaujolais parce que on est là. Émilie est basée en Beaujolais. En revanche, si en fonction des inscriptions, on se rend compte qu'il y a un pool dans le sud-ouest ou autre, Émilie est tout à fait favorable à se déplacer pour se rapprocher des participants et ainsi diminuer l'empreinte carbone de la formation en elle-même. Voilà, donc c'est tout à fait envisageable de se déplacer en fonction des inscrits et de leur origine. Très bien, je vais passer peut-être… Ah oui, si. Quel est le prix actuel de la licence? Ah oui, pour ceux qui auraient raté les premières diapos, la licence actuelle, elle est à 1 500 € hors taxes par an pour une entreprise qui peut avoir jusqu'à 10 comptes utilisateurs, faire un nombre illimité de calculs et disposer de 8 heures de SAV au téléphone ou par échange de mail avec Émilie.
Bon, alors, il y a des questions, bien sûr, qui se recoupent. Il y a beaucoup de questions. Hein. Je remercie, bien sûr, les participants de s'y intéresser et de demander des réponses. Maintenant, on va peut-être passer aux questions un peu plus techniques. Est-ce que votre outil est compatible avec le label bas carbone? Alors, le label bas carbone nécessite qu'une méthode pour la filière viticole soit disponible. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Elle est en cours de rédaction, mais elle n'est pas finalisée. Je n'ai pas de date de finalisation. Donc, on ne peut pas savoir aujourd'hui ce qu'il y aura dans cette méthode, vraiment au final, et du coup, quel outil est compatible ou pas. C'est un premier point. Deuxième point, bon, il se trouve que cette méthode, elle est rédigée par Émilie et moi, donc on est à peu près sur des choses cohérentes entre Jacévit et la méthode. En revanche, Jacévit, vous l'avez vu, c'est un outil qui est vraiment là pour accompagner les vignerons dans la définition d'un itinéraire technique bas carbone. On va finement dans l'échelle des pratiques. Et on est avec un vigneron qui est volontaire pour faire ce travail-là, qui veut vraiment connaître sa propre empreinte, donc on ne lui demande aucun justificatif, aucune facture pour justifier du chiffre qu'il nous donne de consommation de carburant ou autre. Voilà. Là où le bilan carbone, le label bas carbone, pardon, en gros, il va falloir, pour rentrer dans un dispositif label bas carbone, faire son bilan carbone en T0, quoi, faire vivre un projet de réduction d'empreinte carbone et puis recalculer son bilan carbone à T plus 5 ans et observer une diminution. Voilà, la quantité d'émissions carbone réduite pourra être mise sur le marché du carbone. Bon, du coup, pour faire ce calcul-là d'empreinte carbone initiale, il n'y a pas besoin de rentrer dans l'échelle fine des pratiques. On n'est pas obligé d'utiliser un outil aussi fin que Jacévit. Mais surtout, vu qu'on est derrière sur quelque chose de réglementé et de vérifié par les services de l'État, il va falloir prouver par de la facture ou de la documentation des chiffres que l'on intègre dans son calcul initial. Enfin, dernier point peut-être, c'est que très certainement, pour faire ce premier calcul un peu de T0 du bilan pour le label bas carbone, il va falloir certainement moyenner plusieurs années précédents projet pour s'éviter des effets millésimes. Alors que finalement, avec Jacévit, vu qu'on est là pour dire, bon, bah, c'est quoi mon empreinte carbone à ce jour et vers quoi je veux aller en termes d'itinéraire technique, on ne demande pas à remonter sur plusieurs années derrière. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que si vous utilisez Jacévit aujourd'hui avec une exploitation viticole, vous êtes bien parti pour partir sur un projet de labellisation label bas carbone, mais ce ne sera pas suffisant comme point de départ. Il faudra ajouter des éléments. Autre question, pourquoi se limiter seulement au carbone et pas réaliser des analyses complètes de cycle de vie pour ne pas passer à côté des autres catégories d'impact et des transferts de pollution éventuels? Oui, c'est ce que j'expliquais à la fin. Hein. Dans mes rêves les plus fous, cet outil il est multicritère et puis il intègre aussi une évaluation des coûts économiques et puis même une évaluation de la qualité du raisin qu'on pourra sortir de nos itinéraires. Voilà. Donc, à ce jour, nous, on s'est concentré là-dessus, sur l'empreinte carbone. C'était déjà assez gros à faire. Vous voyez qu'il nous manque encore des développements méthodologiques. Si on peut y arriver à terme, on le fera. On ajoutera d'autres catégories d'impact puisque la CV est une méthode qu'on maîtrise et qu'on utilise par ailleurs. Mais voilà, aujourd'hui, dans Jacévit, c'est assumer de dire on avance petit à petit et on ne prend en compte pour l'instant que l'empreinte carbone. Alors, deux autres questions quand même techniques. Est-ce que la différence en potentiel de captation de CO2 entre les variétés ou familles de vitis est prise en considération? Émilie? Émilie, oui. J'ai bien entendu les familles de vitis, donc de vignes. Oui. Donc ça fait écho. Alors il n'y a pas le stockage de carbone dans la biomasse, dans les ceps de vigne. Hein. On regarde juste le stockage de carbone dans le sol. Alors il pourrait y avoir des différences de production de bois de taille en fonction des cépages. À ce jour, on n'a pas de références en fait qui permettent de distinguer la production de bois de taille en fonction des cépages, et c'est un projet qui est en cours à l'IFV de traiter tout un tas de données disponibles et de regarder au niveau statistique le paramètre cépage, mais aussi le paramètre
enherbement des parcelles, type de sol, fertilisation, il y a pas mal de variables à cette production de bois de taille. Alors justement, une question sur la hauteur et la biomasse de l'enherbement sont-elles prises en compte dans l'outil? Alors, oui. Alors, volontairement, pour l'instant, non. Pour voilà, avoir des résultats, des ordres de grandeur et en attente aussi de consolider des références de production de biomasse là-dessus. C'est envisageable plus tard, en fonction aussi des retours utilisateurs et de voir comment les utilisateurs s'approprient l'outil, de permettre une personnalisation de ce paramètre, de mettre une valeur par défaut et une valeur personnalisable comme pour le carburant. Mais pour l'instant, il y a une seule valeur pour les couverts temporaires et une seule valeur pour les couverts permanents. D'accord. Et la durée de l'enherbement demande une personne? Du coup, c'est une seule valeur, quelle que soit la durée. Donc, pour le permanent, de toute façon, c'est permanent. Et la durée de l'implantation du couvert temporaire, voilà, on n'intègre pas sa conséquence sur la production de biomasse. Il y a une seule valeur. Alors, y a-t-il des références de bilan carbone auxquelles se comparer pour un mode de conduite particulier, viticulture raisonnée, bio, etc., afin de savoir si on est trop élevé ou non? Je réponds? Oui. Eh bien, non, ça renvoie, enfin, on a des premiers résultats de calcul avec GCVIT puisqu'on le teste en même temps qu'on le construit et on a fait des premiers diagnostics pour les prouver jusqu'au bout. Mais c'est pas du tout assez suffisant pour dresser des moyennes et faire que les viticulteurs se comparent à ces moyennes. Et ça renvoie à ce que disait Sophie en introduction sur le pourquoi de cet outil et on espérait qu'il soit de plus en plus utilisé pour avoir de plus en plus de données derrière à traiter. Et si tu veux compléter, Sophie, mais voilà. Non, c'est très bien. Après, il existe des références par ailleurs de calcul du bilan carbone qui peuvent être regardées. Elles n'ont pas été calculées avec GCVIT. Elles n'ont pas le stockage de carbone dans les sols, mais il y a quand même les émissions et vous pouvez vous comparer quand vous faites des résultats. Et puis on garde, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais cette volonté de faire une réunion annuelle des licenciés, GCVIT, réunion lors de laquelle on pourra mettre dans le pot commun toutes les données calculées et regarder, enfin se comparer toujours en gardant l'anonymat, hein, mais voilà, se comparer, interpréter ensemble les données et avoir un peu ces échanges-là sur comment je suis par rapport aux autres, comment je peux interpréter telle donnée, comment je peux changer mes pratiques pour réduire mon empreinte. Alors peut-être une dernière question, parce qu'on arrive donc dans le temps imparti, hein, qui se termine à 17h30. Je tiens à rappeler à tous les participants qui ont posé des questions que Sophie, Émilie et Thomas répondront à vos questions par email, puisque nous avons vos questions qui sont enregistrées en fonction de vos mails. Donc c'est assez simple de vous répondre et ça sera fait. Dernière question, avez-vous des références concernant l'impact carbone lié à la partie aval de la production? Alors, il existe quelques références. Une référence notamment publiée qui a été construite dans le cadre d'un projet ANR sur les appellations Beaujolais-Bourgogne. Ça a été publié en 2017. Et voilà, sur ce périmètre-là, on voyait que le chai, enfin les émissions au chai étaient assez faible, de l'ordre de 7% de l'empreinte carbone de cette filière et que la partie distribution conditionnement était prépondérant de l'ordre de 75 à 80%. Après, voilà, il y a d'autres filières qui font leur bilan carbone, certaines communiquent dessus et ont à peu près ces mêmes ordres de grandeur. Ça peut varier sur le conditionnement ou la viticulture, mais voilà, ça reste globalement la même chose. Merci beaucoup, Émilie. Sophie, on te laisse le mot de la fin.
Merci, on se tient à votre disposition pour plus d'informations et puis rejoignez-nous dans cette belle aventure du calcul d'empreinte carbone. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.